5 février 2026. Une onde de choc traverse les capitales d'Afrique centrale. Ce jour-là, dans le silence des bureaux de la commission de la CEMAC à Bangui, un document administratif vient de sceller le sort immédiat de l'intégration régionale. Signé par le président de la commission, Balthazar Ngonga, une note circulaire annonce l'impensable. La suspension quasi totale des activités de l'institution motrice de la sous-région, c'est une panne sèche. Plus de réunions, plus de missions, plus de projets. L'organisation qui regroupe le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo et la Guinée équatoriale avoue, pour la première fois de son histoire, être en état d'asphyxie financière. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi, alors que les chefs d'État se voulaient rassurants quelques semaines plus tôt à Brazzaville, les caisses sont-elles aujourd'hui vides au point de ne plus pouvoir payer les salaires ou les billets d'avion des commissaires? Dans cette enquête exclusive, nous allons plonger dans les coulisses d'une faillite institutionnelle sans précédent. Nous allons décortiquer l'échec de la diplomatie de l'urgence, analyser le scandale de la taxe d'intégration et explorer le spectre d'une dévaluation qui ne dit pas encore son nom. Bienvenue dans ce second chapitre de notre enquête sur les difficultés de la CEMAC. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut lire entre les lignes de la note circulaire du 5 février. Le président Balthazar Ngonga y décrit une dégradation continue des finances communautaires. Ce n'est pas une crise passagère, c'est un effondrement systémique de la trésorerie. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? La Commission a ordonné le gel immédiat de toutes les réunions administratives et de toutes les missions officielles non essentielles prévues au budget 2026. L'objectif est clair: endiguer l'hémorragie financière pour garantir une continuité minimale, une survie sous perfusion. Seules les activités dites hautement stratégiques, liées à la souveraineté monétaire ou aux engagements internationaux contraignants, sont maintenues. Le paradoxe est pourtant criant. Quelques semaines avant cette annonce, le budget 2026 de la CEMAC avait été adopté avec une enveloppe de 85,92 milliards de francs CFA, soit une hausse de 2,4% par rapport à l'année précédente. Les services financiers de la Commission constatent un décalage abyssal entre ce qui est voté et ce qui est réellement encaissé. L'agent comptable central tire la sonnette d'alarme. Les ressources disponibles ne couvrent plus les charges courantes. Cette paralysie n'est pas qu'administrative. Elle touche le cœur de la coordination des politiques économiques et le suivi des réformes indispensables pour la stabilité du franc CFA. La Commission se dit contrainte de prendre ce pénible mais impérieux devoir de suspendre ses activités. C'est un aveu de faiblesse qui jette un froid sur la crédibilité de l'institution auprès de ses partenaires internationaux. Pourquoi le sommet de la dernière chance de janvier 2026 dont nous en avons parlé précédemment n'a-t-il rien réglé? Vous trouverez le lien de notre dernière vidéo sur le sujet juste en bas, en description et en commentaire épinglé. Pour comprendre ce fiasco, il faut revenir au 22 janvier 2026, à Kintélé, près de Brazzaville. Sous l'impulsion de Denis Sassou Nguesso, les chefs d'État s'étaient réunis en urgence absolue après avoir reçu un courrier alarmant du FMI. Le diagnostic posé à l'époque était déjà terrifiant. Entre mars et novembre 2025, les réserves de change de la zone CEMAC avaient fondu de 1335,7 milliards de francs CFA. La totalité des gains de l'année 2024 avait été effacée en seulement 8 mois. À Brazzaville, les dirigeants avaient promis la rigueur, la discipline budgétaire et le rapatriement des devises. Mais la réalité du terrain a rapidement rattrapé les discours officiels. Avant de signer la suspension des activités en février, la Commission avait tenté une ultime médiation diplomatique. Une mission de haut niveau, conduite par la vice-présidence, a sillonné 4 des 6 pays membres pour réclamer les fonds dus. Le résultat est un échec cinglant. Malgré les promesses de Brazzaville, les États n'ont pas versé l'argent nécessaire au fonctionnement de l'institution communautaire. L'économiste Djimadou Mandekor, ancien de la BEAC, explique que cette crise n'est pas une surprise. Elle reflète les difficultés de trésorerie des États eux-mêmes, qui sont aux abois. Au cœur de ce naufrage financier se trouve un mécanisme technique, la taxe communautaire d'intégration, ou TCI, créée après la dévaluation de 1994 pour garantir l'autonomie de la CEMAC. Cette taxe est prélevée à hauteur de 1% sur toutes les importations provenant de l'extérieur de la zone. En théorie,
théorie, le fonctionnement est simple. Lorsqu'une marchandise arrive au port de Douala ou de Libreville en provenance d'Europe ou d'Asie, 1% de sa valeur est prélevé au titre de la TCI. Cet argent ne doit pas appartenir à l'État. Il est censé être directement reversé à la commission de la CEMAC pour financer les projets d'intégration, les routes régionales et les salaires des fonctionnaires communautaires. Mais dans les faits, nous assistons à un véritable détournement institutionnel. La plupart des États membres collectent bien la taxe, mais au lieu de la transférer, ils la conservent dans leurs budgets nationaux pour combler leurs propres déficits. En 2025, moins de la moitié du montant total de la TCI attendu a effectivement rejoint les caisses de la Commission. Il existe pourtant une exception qui prouve que le système peut fonctionner. Le Gabon, seul pays de la zone à avoir mis en place un mécanisme de prélèvement autonome et isolé des circuits du Trésor national, Libreville a versé l'intégralité de sa contribution en 2025, soit 10,5 milliards de francs CFA. Tous les autres pays, y compris le Cameroun, le Tchad ou le Congo, présentent des irrégularités chroniques, des montants partiels ou des retards persistants. La Commission exhorte aujourd'hui les États à généraliser le modèle gabonais, un prélèvement automatique et sécurisé contre tout détournement national. Sans cette réforme, la TCI restera le talon d'Achille du système, un poumon financier que les États ont choisi de bloquer pour leur propre survie immédiate. Derrière les chiffres et les notes circulaires, il y a une réalité humaine et sociale dramatique. La crise de la CEMAC n'est pas qu'une affaire de comptabilité, c'est une institution qui meurt à petit feu. Premier signe alarmant, le malaise social au sein même des organes communautaires. Des fonctionnaires et agents de certaines institutions de la CEMAC n'auraient pas perçu leur salaire depuis 2 mois, au moment de la suspension. Comment demander à des experts de travailler sur l'intégration régionale alors qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille? Les conséquences se font également sentir sur les grands chantiers de la sous-région. La paralysie de la Commission signifie l'arrêt ou le retard considérable des projets d'infrastructures régionales indispensables au désenclavement. La mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes et des biens, déjà balbutiante, risque de s'enliser définitivement. Plus grave encore, cette faillite entraîne une perte de souveraineté stratégique. Faute de ressources propres, la CEMAC devient structurellement dépendante des bailleurs de fonds internationaux. Pour financer ces programmes, elle doit désormais tendre la main au FMI, à la Banque mondiale ou à l'Union européenne. Une institution financièrement affaiblie pèse moins dans les négociations internationales et perd sa capacité à coordonner efficacement les politiques régionales. Le divorce entre les textes et la réalité est total. Alors que les sommets se succèdent pour vanter les mérites de l'intégration, l'outil censé la réaliser est transformé en une coquille vide. Le différend récent autour du scanning des marchandises au port de Douala illustre cette perte d'autorité. Les États n'écoutent plus une institution qu'ils ne financent plus. Si rien n'est fait, c'est tout l'idéal de solidarité entre les peuples d'Afrique centrale qui risque de disparaître, laissant place à une fragmentation économique dévastatrice pour le développement du continent. Le mot est tabou, mais il hante tous les esprits de Douala à Malabo, la dévaluation. Officiellement, la BEAC et les chefs d'État assurent qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, la chute des réserves de change est une réalité mathématique que personne ne peut ignorer. Aujourd'hui, le taux de couverture extérieure de la monnaie, qui mesure la capacité de la Banque centrale à garantir le franc CFA par rapport à l'euro, est tombé de 75% à environ 67%. Bien que nous soyons encore au-dessus du seuil fatidique des 20%, la vitesse de l'érosion inquiète le FMI. La zone ne dispose plus que d'un peu plus de 4 mois de couverture des importations. Dans ce contexte, la suspension des activités de la Commission est analysée par certains experts, comme le PR Désiré Avom, comme une pression douce. C'est un cri d'alarme destiné à forcer les États à agir avant qu'il ne soit trop tard. Le nerf de la guerre pour éviter le choc monétaire se chiffre à 6 000 milliards de francs CFA. C'est le montant estimé des fonds de restauration des sites accumulés par les entreprises pétrolières et minières pour la réhabilitation future des gisements. Actuellement, cet argent dort dans des banques à l'étranger. Les chefs d'État exigent son rapatriement immédiat dans les livres de la BEAC pour gonfler les réserves de change et stabiliser la monnaie. Mais ce dossier a pris une dimension géopolitique explosive. En mars 2025, le Congrès américain a menacé de conditionner l'appui du FMI à l'abandon de ce rapatriement forcé, protégeant ainsi les intérêts de ces multinationales pétrolières. Si la bataille des 6 000 milliards est perdue et si l'indiscipline budgétaire des États continue d'épuiser les caisses communes, le spectre de 1994 pourrait devenir une réalité. Nous sommes à la croisée des chemins.
La suspension des activités de la commission de la CEMAC n'est pas une simple pause administrative. C'est l'ultime avertissement avant la rupture définitive. Quelles sont les solutions? La priorité absolue est la mise en place d'un mécanisme de financement autonome sur le modèle gabonais. Sans une taxe d'intégration sécurisée prélevée automatiquement à la source et protégée des appétits des trésors nationaux, l'institution restera une coquille vide. Le plan de sauvetage adopté à Brazzaville repose sur une discipline de fer. Les États se sont engagés à digitaliser leurs finances publiques pour accroître les recettes non pétrolières et à mettre en place des comptes uniques du Trésor pour centraliser les ressources. Mais la véritable révolution doit être structurelle, la stratégie d'import-substitution. Pour arrêter l'hémorragie des devises, l'Afrique centrale doit produire localement ce qu'elle consomme. Le calendrier est serré. Avant les réunions de printemps 2026 du FMI et de la Banque mondiale, la Commission et la BEAC doivent produire un rapport d'étape détaillé sur ces réformes. Ce document sera le ticket d'entrée pour le retour des financements internationaux. La survie de la CEMAC dépendra de la volonté politique réelle de chaque État membre à dépasser ses intérêts égoïstes. L'intégration ne peut plus se contenter de discours et de sommets fastueux. Elle a besoin d'actes budgétaires concrets. Comme l'a rappelé Balthazar Ngonga, notre crédibilité collective est en jeu. L'enquête que nous venons de mener montre que la crise de la CEMAC est bien plus qu'un problème d'argent. C'est une crise de confiance, un test de solidarité pour les 6 nations de la sous-région. Le citoyen d'Afrique centrale, lui, n'a plus le temps d'attendre. Il veut des résultats sur son pouvoir d'achat, sur la stabilité de sa monnaie et sur son avenir social. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les États membres auront la capacité de sauver la CEMAC? Partagez vos analyses en commentaire. Nous lisons chaque point de vue. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous à Afrimotive pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations sur les enjeux qui façonnent le continent. C'était Afrimotive, à très vite. Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA, auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain. Le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.